Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Sur la démocratie, un détour théorique. Les changements socio-économiques qu'a connus la société marocaine depuis l'indépendance ont entraîné une évolution de la sphère politique, illustrée par le processus démocratique. Le référendum sur la Constitution de 1996 a été un tournant dans cette évolution. L'analyse de la dynamique sous-tendant ce processus se doit d'examiner les aspects constitutionnels et institutionnels, les entités et les acteurs politiques, ainsi que la culture politique ambiante qui imprime sa marque aux comportements et aux pratiques politiques. Il est évident que lorsqu'on considère la dynamique du champ politique sous le prisme du processus démocratique, on n'échappe pas au parti pris et au jugement de valeur qui accorde à cette évolution et à ce processus l'attribut de démocratique. Il faudrait souligner, toutefois, qu'un certain nombre de changements militent pour un mouvement de démocratisation de la vie politique. Les modifications apportées à la Constitution, le multipartisme déjà en place -bas qui ouvre la voie à une compétition des partis autour des sièges au Parlement et au sein des conseils communaux -bas, les changements du mode de scrutin et du discours politique, l'avènement de l'alternance, la loi sur les partis politiques et les mesures prises pour la moralisation du processus électoral. Le champ politique marocain, qui s'inscrit dans la trajectoire du changement des institutions et des acteurs politiques, avec un legs historique et des ouvertures politiques de démocratisation, mérite réflexion. La démocratie, comme système du fonctionnement politique, apparaît aujourd'hui comme le meilleur des systèmes. Après l'effondrement des systèmes des pays de l'Est, des idéologies et des régimes totalitaires, la démocratie est devenue un système idéal à atteindre, et a acquis ses titres de noblesse pour devenir un système étalon. L'engouement pour le concept de démocratie, du fait que le système démocratique a à travers l'histoire permis au peuple de l'emporter contre la dictature et le totalitarisme, n'empêche que ce concept ne cesse de susciter des questionnements sur les ajustements à lui apporter dans les pays considérés comme démocratiques, en vue de consolider leur démocratie, et sur les facteurs favorables à sa mise en œuvre dans les sociétés en voie de démocratisation. Si la transition démocratique s'est faite dans les pays occidentaux de manière progressive et dans le cadre d'une évolution et d'une dynamique interne à la société, celle des pays en voie de développement se fait parfois à travers des tensions, déterminées tout à la fois par les contraintes économiques et sociales internes, liées au développement, par un système autoritaire ancré dans le social et par des défis externes d'une mondialisation qui impose ses règles du jeu. Aujourd'hui, les questions qui se posent aux pays en voie de démocratisation sont multiples. Comment réaliser la transition démocratique ? Lorsqu'il y a des avancées vers la démocratie, comment consolider les acquis sans revenir en arrière dans un environnement économique et social fragilisé par des déficits de développement ? Comment consolider une démocratie naissante tout en faisant face à plusieurs défis ? Une pauvreté persistante, des différenciations sociales accentuées, l'écart en termes de développement entre ces pays et les pays occidentaux, la globalisation sauvage et rampante qui n'est pas à l'avantage des pays du Sud ? La démocratie est-elle la solution pour entreprendre le développement, comme le laisse envisager Amartya Sen ? Toutes ces questions reflètent la complexité du processus démocratique d'un pays comme le Maroc. Une complexité où s'articule l'institutionnel, la culture politique, les entités et acteurs politiques ainsi que leur contexte social et économique national et global. La littérature théorique permet de noter que, en général, la démocratie prend dans tous les cas le caractère d'un processus inachevé. Dans tous les pays, même les plus avancés, on parle d'approfondir la démocratie et de la protéger, fait qui implicitement signifie sa vulnérabilité et qu'elle s'inscrive toujours dans un processus de construction. On pourrait trouver à ces pays démocratiques ce que Raymond Aron appelle de manière normative les imperfections. Et par conséquent, on pourrait présumer que tous les régimes, aussi avancés soient-ils dans leur démocratie, comportent des imperfections et appellent des ajustements pour faire face à ce qui pourrait menacer leur équilibre. Pour souligner ces défauts potentiels et réels de la démocratie, Raymond Aron écrit que les régimes constitutionnels pluralistes sont imparfaits soit par excès d'oligarchie, soit par excès de démagogie, et presque toujours par limitation d'efficacité. 15. En effet,
La démocratie se présente comme un idéal de référence et une norme. Elle est ainsi bien décrite dans les manuels de la littérature théorique des sciences politiques. Mais la démocratie réelle est toujours inachevée, parce qu'elle est en devenir et en constante amélioration. De ce fait, la démocratie est à la fois une sorte de système de gouvernement qu'un pays donné adopte ou est appelé à adopter, et un idéal visé par un processus permanent de construction et en perfectionnement démocratique. Robert Dahl écrit: dans chaque démocratie, il existe un écart substantiel entre la démocratie actuelle et la démocratie idéale. Et pourtant, la démocratie idéale demeure une référence à atteindre. Pour devenir démocratique, les pays où la démocratisation est en construction doivent remplir des conditions et respecter des critères. Selon Dahl, ces critères sont les suivants 16. Une participation effective, l'inclusion de tous les adultes, l'égalité dans le vote, la compréhension du processus de la part des citoyens, la maîtrise de l'agenda politique par les acteurs politiques. Ce sont là des éléments standards de la démocratie auxquels devrait aspirer tout pays qui s'engage sur la voie de la démocratisation. L'auteur note que la réalité du fonctionnement de la démocratie lui impose des contraintes qui en limitent l'évolution dans le sens de la perfection. Toutefois, la batterie de critères, mentionnée plus haut, représente une référence par rapport à laquelle on peut évaluer le degré de rapprochement d'une situation quelconque avec le système démocratique idéal. None of us, I imagine, believes that we could actually attain a perfectly democratic system, given the many limits imposed on us in the real world. The criteria do provide us, though, with standards against which we can compare the achievement and the remaining imperfection of actual political systems and would bring us closer to ideal. Ainsi, bien que les démocraties soient localement déterminées et que leur évolution historique soit liée à leur contexte économique, social et culturel, les standards de la démocratie servent à les évaluer et à leur imposer certains principes et critères de base. L'utilisation de tels critères a des conséquences et des retombées positives sur les systèmes politiques. La démocratie évite la tyrannie et s'éloigne d'elle dans l'exercice du pouvoir, garantit les droits des citoyens et les libertés individuelles et collectives, assure une autonomie morale à chaque individu, permet le développement humain d'une société, protège les intérêts de chacun et préserve l'égalité politique. Les démocraties des pays démocratiques sont des polyarchies 19. Les variantes de la démocratie sont multiples et historiques. Celle des États-Unis d'Amérique, considérée par Tocqueville comme une démocratie tempérée, diffère de celle de l'Europe, surtout la française considérée comme révolutionnaire. Aussi le processus démocratique ne mène-t-il pas toujours vers un seul modèle. Plusieurs variantes de la démocratie pourraient se présenter, et ce en fonction de l'histoire et des contextes socioculturels dans lesquels elles s'installent. Comme l'écrit Alain Touraine, nous sommes de plus en plus sensibles à la multiplicité des voies du changement comme à celle des systèmes politiques ou des représentations de la société. Ce qui n'entraîne nullement à abandonner toute définition générale de la modernité, mais à ne jamais séparer les enjeux généraux des moyens particuliers et des histoires différentes par lesquelles individus et nations cherchent à les atteindre et à les mettre en forme. Et c'est l'ensemble des critères ou des standards de la démocratie comme idéal, qui permet de déceler, dans les différentes variantes historiques, le degré de conformité à ce qui constitue le noyau indispensable de toute démocratie. En dépit de ces imperfections, la référence démocratique s'impose de nos jours au système politique dans la mesure où elle comporte la participation institutionnelle et organisée des citoyens à travers les élections, et qu'elle autorise une pluralité des sources de pouvoir, régies par la loi. L'autocrate, au pouvoir absolu, qui façonne le peuple à sa guise, ne pourrait avoir sa place dans les sociétés d'aujourd'hui sans être contesté et sans voir son pouvoir limité sur la base des valeurs démocratiques. C'est que le pouvoir, même quand il est absolutiste, se maintient par ce que les anthropologues appellent le consentement implicite ou explicite des dominés à accepter la source de leur domination. Nous savons depuis Étienne de la Boétie, auteur contemporain de Montaigne, que même dans les systèmes autocratiques, il y a une servitude volontaire. La servitude dans les États autocratiques a fonctionné par le haut, à travers la tyrannie du tyran mais aussi par le bas, une servitude volontaire, une sorte de consentement du dominé à être dominé.
critiquant la lecture de Lamennais du XVIIIe siècle qui a rendu le discours sur la servitude volontaire de la Boétie, un discours banal sur l'histoire de la tyrannie, et un pamphlet d'opposition. L'intérêt porté à ce qui fait fonctionner une domination a été central dans la sociologie weberienne. Néanmoins, Max Weber, sans lier la domination à la servitude, met en exergue une sorte de contrat entre le dominant et le dominé qui passe par la légitimation. La domination se base ainsi sur la légitimation qui fait en sorte que le pouvoir soit accepté. Et ce débat introduit déjà la question du rôle que jouent les facteurs sociaux et la culture politique dans la construction du totalitarisme, de la dictature ou de la démocratie. La démocratie a créé la domination par la légalité. La légitimité de ceux qui détiennent le pouvoir est basée sur les constitutions et les lois. Le constitutionnalisme délimite les contours de la démocratie pour en faire le cadre de la concurrence et de la compétition politique pour les postes de la représentation des citoyens, élus, députés, ministres, etc. Et comme l'écrit Raymond Aron, dans l'ordre politique comme dans l'ordre économique se pose un problème de la répartition des biens rares. Tout le monde ne peut devenir député ou ministre. La concurrence pour les biens politiques peut être comparée à la concurrence pour les richesses. Bien qu'il établisse ce parallèle entre la concurrence pour les richesses d'ordre économique et celle engagée autour des biens politiques qui mènent vers des positions et des statuts dans le monde politique, il tient à le nuancer parce que le monde politique n'est pas celui d'une compétition libérale ouverte et accessible à tous, seule une élite ayant accès à la concurrence. Dans le marché politique, l'offre de postes est faible par rapport à la demande des prétendants et candidats à représenter le peuple. On peut dire que le marché politique est oligopolistique. A priori, les régimes constitutionnels pluralistes réglementent la compétition politique et offrent les moyens de renouvellement de l'élite politique à travers les partis politiques. Si ceux-ci font partie intégrante du pluralisme, il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi une source d'imperfection de la démocratie. Ce défenseur du constitutionnalisme montre quelques-unes de ces imperfections lorsqu'il écrit « J'ai présenté les partis politiques comme des éléments fondamentaux des régimes constitutionnels pluralistes. Je ne veux pas nier les défauts des partis. Si je suis prêt à plaider la cause des partis, c'est à condition de n'appartenir à aucun d'entre eux. Je suis sensible à leur légitimité abstraite sans être aveugle à leurs défauts de fait. Que l'on imagine les hommes autres qu'ils ne sont, et l'on pourrait concevoir un régime d'élection libre et de discussion, sans que les citoyens soient soumis à des machines électorales, déplaisantes toujours, déplorables souvent. Les partis secrètent pour ainsi dire la démagogie, ils obligent leurs militants à penser dans certains cadres, à défendre certains intérêts. Tout homme politique sait que l'on ne peut pas être simultanément un homme de parti et un homme de science, ce qui est une manière d'avouer que l'on ne peut pas être un homme de parti et toujours dire la vérité. Et pourtant, malgré ces défauts, les partis font partie du système démocratique et leur compétition électorale offre aux citoyens l'opportunité de se prononcer et de participer aux affaires publiques. Les partis politiques constituent un rempart favorable à la démocratie contre les systèmes qui lui sont antinomiques, à savoir, d'un côté l'absolutisme et de l'autre côté l'oclocratie, une sorte de gouvernement par la dictature de la foule. La démocratie aujourd'hui comporte des limites internes et externes. Les premières relèvent de tous les phénomènes qui émergent et qui lancent des défis à la démocratie. Sergio Paulo Rouanet relève ces limites pour ce qui est des démocraties européennes quand il écrit « Les limites internes ont à voir avec les tendances telles que l'apparition d'un nouveau populisme, où des pouvoirs dictatoriaux sont assumés sans rupture apparente avec la légalité, l'atrophie de l'espace public par la transformation des questions politiques en questions administratives ou techniques, l'érosion des garanties juridiques encastrées dans l'état de droit comme réaction extrême contre le terrorisme ou la violence urbaine, la corruption de la classe politique, qui mène à un discrédit radical des institutions républicaines et prépare la population à une solution extra-politique, l'ascension du fondamentalisme religieux, qui constitue la négation la plus radicale de la démocratie. Quant aux limites externes,
Elle consiste en l'émergence des démocraties HE-GE-moniques, qui imposent une situation de dépendance aux démocraties périphériques, dans le cadre d'un ordre mondial qui a légitimé les guerres préventives menées par les USA sous la présidence de G.W. Bush. Malgré ses limites, ou les dérives qu'elle pourrait engendrer, on ne pourrait pas affirmer que la démocratie est devenue totalitaire, dans la mesure où elle continue à être une valeur qui imprime une meilleure orientation des systèmes politiques. La distance qui pourrait séparer la démocratie en tant qu'idéal défini par les théoriciens des sciences politiques et la démocratie réelle reflète et renseigne sur la nature du processus de démocratisation et sur les variantes de la démocratie. Cette distance est liée à la nature du processus de démocratisation au sein de la société, à son fonctionnement, au degré d'intégration des valeurs démocratiques dans la culture politique et à la manière dans laquelle le legs de l'histoire est renouvelé et adapté. L'avènement de la démocratie dans une société n'est pas une rupture radicale, il s'inscrit dans une continuité. La démocratie, tout comme la modernité, est une affaire à la fois de rupture et de continuité, comme l'écrit Alain Touraine. La modernisation exige la rupture, mais aussi la continuité. Si la discontinuité est totale, c'est que la modernisation vient entièrement du dehors, par la conquête, et il vaut mieux parler alors de colonisation ou de dépendance que de modernité. Si au contraire, la continuité est complète, le même ne devient pas autre, reste immuable et devient de plus en plus mal adapté à un environnement changeant. C'est la raison pour laquelle toute tentative d'imposer une démocratie du dehors dans un pays est souvent vouée à l'échec. L'aventure américaine en Irak, au nom de l'exportation de la démocratie, a tourné plutôt au désastre. Par ailleurs, si la démocratisation ne pourrait se faire qu'à travers une dynamique interne, cela nécessiterait d'examiner le rôle des conditions historiques, sociales et culturelles qui la favorisent ou l'entravent. Chapitre 2. L'État et l'histoire. Une analyse en termes de rupture et de continuité du processus de démocratisation en relation avec l'État et la culture politique implique un détour par l'histoire de l'État marocain. Il ne s'agit pas de prétendre écrire de manière exhaustive l'histoire de cet État, une entreprise qui dépasse le cadre de cet ouvrage, mais plutôt de cerner la particularité de l'État marocain traditionnel ainsi que le cheminement qui a été le sien jusqu'au système politique actuel. Pour placer le Magzen dans son contexte, on se référera à la littérature anthropologique et à plusieurs ouvrages consacrés au système politique marocain. 1. L'État traditionnel, un détour par l'histoire. Une certaine littérature se situant dans le sillage de Max Weber attribue la rationalité à l'État moderne tel qu'il se présente sous sa forme occidentale. Ce qui revient parfois à considérer que seule cette forme mérite la dénomination d'État. Or, la diversité des formes étatiques que les sociétés et l'histoire ont connues reflète d'autres formes de rationalité et d'autres configurations étatiques. Ainsi, l'examen du cas de l'État marocain précolonial, le Magzen, ne pourrait se faire sans la référence à la littérature relative aux formes de l'État traditionnel. Les critères de définition de l'État traditionnel qui font de lui un véritable État ont bien été décrits dans la littérature d'anthropologie politique que Georges Ballandier expose dans son livre intitulé Anthropologie politique. Il y a en premier lieu le lien territorial, ce qui fait que l'État implique la capacité de concevoir une unité élargissant les limites de la parenté immédiate et la contiguïté spatiale. Deux éléments sont ainsi retenus: l'unité réalisée dans le cadre territorial et l'extension de la société politique soumise à l'appareil étatique. En citant L. White, il montre comment les groupes de parenté localisés deviennent des unités territoriales au sein du système politique. Aussi les rapports entre territoire, parenté et politique caractérisent-ils chaque forme de l'État traditionnel. La deuxième caractéristique se rapporte à l'imbrication entre ce qui participe du segmentaire et ce qui relève du centralisé. La centralisation s'exerce à travers les pouvoirs relais. Ainsi, les provinces et tribus reproduisent-elles la structure du pouvoir central. L'imbrication de la centralité avec le caractère segmentaire de la société ne se passe pas sans créer des tensions au sein du système traditionnel. Comme l'écrit Ballandier,
Le débat du segmentaire et du centralisé ne se saisit pas seulement par référence au territoire que l'État traditionnel tient sous sa juridiction. Il se situe au sein même de l'organisation étatique, dont il contrarie la tendance unitaire et prend souvent la forme d'une coexistence précaire de structures étatiques et de structures claniques et lignagères. Elles sont en effet, en rapport d'incompatibilité relative et dans certaines circonstances, d'opposition. Leur contraste peut être aisément accentué. Agencement segmentaire, agencement hiérarchique, pouvoir à pôles multiples, pouvoir centralisé, valeurs égalitaires, valeurs aristocratiques, etc. 32. La caractéristique consista c'est l'imbrication de la centralité et du segmentaire. À Pont en la coexistenussé, l'anthropologue Saussot l'a considéré ce type d'état comme étant un état segmentaire. Un tel caractère segmentaire fait que ce système étatique soit porteur de conflits intrinsèques. C'est l'anthropologue Max Gluckman qui, en étudiant les monarchies africaines, précise que les États africains portent en eux-mêmes un processus de rébellion constante, mais non de révolution. 34. Toutefois, ces rébellions acquièrent un caractère répétitif. Elles ne renversent pas le système mais le renouvellent et le perpétuent. La troisième caractéristique évoquée par Ballandier se rapporte à la rationalité de l'État traditionnel. Si ce dernier ne répond pas aux critères de rationalité dans le sens établi par Max Weber, à savoir une centralité, une administration compétente dont le fonctionnement obéit à la réglementation ainsi qu'une organisation collective régie par des lois, il demeure qu'il comporte un autre type de rationalité où l'administration se base sur le statutaire et des relations de dépendance personnelle. La personnalisation des rapports sociaux et le caractère personnel du pouvoir régissent les rapports politiques. L'État traditionnel ne pourrait donc être comparé ou opposé à un État moderne tel que le décrit la sociologie politique. Il dispose de caractéristiques d'un État doté de sa propre rationalité, animé d'un dynamisme qui lui permet d'exercer la domination sur la société, et capable de faire usage de stratégies qui maintiennent l'équilibre et lui assurent la continuité. La littérature anthropologique jette un éclairage théorique sur les différentes formes étatiques, et par conséquent, nous aide à comprendre le processus de fonctionnement de l'État traditionnel marocain. Les études de Max Gluckman sur l'ordre et la rébellion, Order and Rebellion, nous aident à corriger la théorie coloniale sur l'anarchie tribale, ci-bas. Celle-ci, faut-il le rappeler, revient à montrer la faiblesse de l'État à assurer la sécurité sur tout son territoire et justifier l'intervention coloniale. Or cette anarchie est une anarchie organisée, comme le soutient Ernest Gellner. Les chefs de tribus se rebellent pour se manifester et interpeller le pouvoir central en vue d'acquérir du pouvoir local. L'anarchie organisée, ci-bas, fut un mécanisme de compétition autour du pouvoir local. Comment pourrait-on justifier un détour par l'histoire dans l'analyse d'un processus de démocratisation qui se passe au présent ? Dans le débat sur le fonctionnement de l'État, certains écrits des journaux dits indépendants, ainsi que le discours de tendance politique de l'extrême gauche pointent souvent le caractère traditionnel du système politique, et portent leur critique sur son ambivalence et sur l'existence de pratiques politiques héritées du passé qui continuent de se produire même de nos jours. Des notions telles que maxénisation ou néo-maxène, dérivées d'une appellation historique se rapportant à l'organisation de l'État traditionnel précolonial, maxène, et associées à une connotation négative, sont des notions véhiculées par la critique entreprise dans certains médias pour désigner à la fois la sphère des détenteurs de pouvoir, considérée comme perpétuant une manière traditionnelle de gouverner et de gérer les affaires publiques, et les pratiques politiques, manière perçue comme éloignée de la rationalité et de la modernité politique. Cette critique suppose que le fonctionnement de l'État a été marqué par de la continuité sans grand changement. Le détour par l'histoire permet dès lors de rapporter la notion de maxène à son contexte historique et sémantique. On pourra ainsi examiner cette forme d'État, et suivre le cheminement du sens qui lui est attribué, et par le passé et aujourd'hui. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à l'État marocain et à son fonctionnement par la littérature coloniale, par des anthropologues et sociologues anglo-saxons qui ont étudié la société marocaine après l'indépendance, ainsi que par des chercheurs marocains. 36. L'attrait exercé par l'appareil de l'État marocain traditionnel, le maxène, en l'occurrence la monarchie, sur les chercheurs,
provient de sa particularité par rapport aux monarchies du Moyen-Orient et des pays occidentaux. En déchiffrant les documents et les archives historiques, on se rend compte de la difficulté de délimiter sociologiquement les contours du phénomène appelé Makhzen, qui est tantôt présenté comme un appareil central, comportant un certain nombre de postes et de fonctions, tantôt comme l'entourage et la cour du sultan, comme un organe de fonctionnement administratif et militaire, ou encore comme un système global de fonctionnement politique de la société. Dans le système traditionnel, nous avons affaire au Makhzen, constitué d'une constellation de groupes, de fonctions et de positions autour du sultan. Le Makhzen n'est autre que l'État marocain avant la période coloniale, l'appareil central de l'État traditionnel et toute la constellation de groupes qui le composent. Dans son ouvrage Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 38, Abdallah Laroui, et sans donner une définition de la notion, décrit le contenu du Makhzen, de la société du XIXe siècle en dressant un tableau de ce qu'il appelle les ordres. Il l'identifie à deux éléments essentiels, à savoir l'armée et la bureaucratie. L'armée est constituée de plusieurs composantes, les tribus naïba, les tribus guiches, l'armée des Abid Boukhari et la bureaucratie avec les différentes fonctions, les cabinets, Dawawin, les secrétaires, Koutab, et l'inspection des finances ou Mana'a. L'ouvrage montre que cette bureaucratie était en train d'évoluer au XIXe siècle vers une forme organisée, tout en préservant les aspects antérieurs. Cette nouvelle forme de bureaucratie, en mutation au XIXe siècle, était représentée par des gouverneurs forts comme un Ben Slimane de Fès, un Bargar de Rabat, un Khatib de Tétouan, etc. Les inspecteurs des finances ou Mana'a ont à leur tour introduit une certaine rationalisation de l'administration fiscale. Ils ont produit des livrets de comptes qui sont aujourd'hui conservés dans les archives. Déjà au XIXe siècle, c'est donc amorcé le changement de l'organisation administrative du Makhzen à travers l'introduction d'un nouveau mode d'organisation, sans pour autant qu'une rupture avec le principe d'organisation passé se produise. Le Makhzen désigne ainsi l'appareil de l'État central, la cour du sultan, Dar al-Makhzen, les ministres Ouzara, les secrétaires des cabinets, Koutab Dawawin, et par extension, les relais de l'autorité centrale au niveau local, les gouverneurs Oula et les caïds. Il s'agit d'un appareil administratif extensible au niveau local, et au sein duquel le sultan est le pivot central. Quelques ouvrages d'histoire nous renseignent sur le fonctionnement de l'administration de l'époque. On pourrait en citer deux. Le premier, en 2 volumes, de Abdelhaï Ketani, Les ordres administratifs, Taratib al-Idareya, écrit au début du XXe siècle dans lequel l'auteur tente d'apporter un éclairage sur la période fondatrice de l'histoire de la société marocaine, période qui a connu la première forme d'organisation pour administrer la société. Il remonte à la période du prophète Mohammed pour montrer que l'organisation administrative existait déjà avec ses stratifications et ordres, Taratib et Noudoum, durant la période fondatrice de la société musulmane. Le deuxième ouvrage est celui d'Abderrahman ibn Zaydan, Alizou wa Saoula fi Malimi Noudoumi ad-Dawla, La gloire et le pouvoir à travers l'organisation de l'État, consacré aux différents niveaux de l'organisation de l'État, incarné par la cour du sultan qui est l'espace central de cet État. Il est à noter que, en arabe, le terme Dawla veut dire État mais aussi dynastie. Le livre porte donc sur l'organisation interne de l'administration, de la cour du sultan et sur son agenda selon les jours de la semaine, sur le protocole adopté lors de la réception par le sultan des ambassadeurs et sur la manière de recevoir les caïds, les notables de descendance du prophète, Shorfa, les dons des dignitaires ainsi que sur le rituel de l'allégeance. Bien que différents, ces 2 livres renseignent sur l'administration du Makhzen de l'époque. Rédigés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ils partagent une prise de conscience des historiographes de l'époque de la nécessité de montrer que la société musulmane marocaine disposait bien d'une administration propre. Cette prise de conscience prend corps évidemment en parallèle avec la menace coloniale. L'historiographe voit déjà se superposer une autre forme d'administration et d'organisation à celle, en place, du Makhzen. Ce Makhzen apparaît donc comme une organisation englobant toutes les composantes. Le sultan, la cour, l'administration et le mode de fonctionnement. Le terme Makhzen, dérivé du verbe khazana qu'on pourrait traduire par stocker, thésauriser et entreposer, signifie littéralement emmagasiner et évoque le grenier, l'entrepôt,
et le réservoir de stockage qui sert à conserver les vivres et les biens. La métaphore du Makzen thésauriseur et entrepôt renvoie au champ conceptuel de l'économie politique, à savoir l'accumulation des biens et leur capitalisation sur les plans symboliques, spirituels, politiques et économiques. Comment s'exerce l'hégémonie de l'État traditionnel, Makzen, sur la société? Le Makzen, centré autour du sultan, exerçait d'abord une hégémonie symbolique. L'acte d'allégeance, la baya, a été largement évoqué dans la littérature historique en tant qu'acte contractuel entre le sultan et ses sujets. Il est fondé sur la descendance du prophète de l'islam, à savoir le chérifisme. Le lien qui lie le sultan à ses sujets est considéré comme sacré. Certes, le sultan partage la descendance chérifienne avec les autres descendants du prophète Shorfa, mais il s'en distingue par le fait qu'il est le commandeur des croyants et le détenteur de la légitimité religieuse. Dans leur article sur la tribu Tazarwalt et son rapport avec les sultans du XIXe siècle, Paul Pascon et Mohamed Nadji mentionnent le fait que Hussein ben Hachem, de cette tribu, s'adressait à Sidi Mohamed ben Abderrahman et à Hassan Ier comme étant des souverains de la communauté musulmane, et se considérait lui-même comme un sujet du sultan. En réponse aux lettres du sultan, utilisant la formule Notre aimé béni, Mouibana al-Arda, les chefs des confréries religieuses répondaient en s'adressant au sultan par la formule Notre Seigneur, Maoulana. Le statut de shérif du sultan est au-dessus de celui des autres par le fait qu'il est le sultan et le guide de la communauté, de par le statut de la commanderie des croyants. En dehors de la baya, qui est un acte solennel d'allégeance, la relation souverain-sujet est bien établie et est maintenue par un pacte contractuel et moral avec un échange de services. L'allégeance contre la protection symbolique et par extension le consensus de la communauté. La relation est aussi soutenue, au sein de la société de l'époque, par une culture qui accorde à l'autorité religieuse une place de choix. Le principe religieux est l'élément le plus important qui lie la majorité des Marocains les uns aux autres, et à la communauté des musulmans. L'hégémonie s'exerce aussi à travers l'économique. Le Makzen impose les impôts et dispose de la légitimité de recourir et d'avoir recours aux expéditions, arca, pour assurer leur collecte en vue d'approvisionner les caisses de l'État. Toutefois, sans recourir à la violence, le Makzen entame un dialogue constant avec les tribus afin de maîtriser et de faire fonctionner l'opération de la collecte des impôts, par l'intermédiaire des chefs de tribus, caïds, des confréries religieuses, zawaya, et par un système administratif représenté par les collecteurs d'impôts ou manaa. Le recours à d'autres moyens coercitifs n'est point exclu. Ainsi en est-il de l'aide que pourrait fournir une tribu pour obliger une autre à verser l'impôt, ou à neutraliser une tribu voisine contestataire pour l'amener à payer son dû. Le Makzen, à travers plusieurs procédés, tente d'avoir une hégémonie sur l'économie. Et le fait qu'une tribu ou une confrérie soit partie prenante du processus d'intermédiation donne lieu à récompense, sous forme d'octroi d'avantages économiques, cession d'un local, autorisation de l'achat d'une denrée, allocation de terres, exploitation de mines ou promulgation d'un décret, d'ahir de reconnaissance du rang et du statut, ce qui garantit à la tribu ou à la confrérie concernée le respect, d'ahir taoukir ou aliyahteyeram. Au niveau politique, le Makzen maintient les règles de l'échange politique. Les tribus ou encore les confréries religieuses, zawaya, ont leur propre fonctionnement interne sous forme de conseils, jama'a et rabbins. Dans leur rapport au Makzen, les tribus respectent en général les règles de l'échange. Le protocole épistolaire le montre bien. Comme le relèvent plusieurs études, les correspondances entre le sultan et les chefs de tribu ou les chefs cheikhs des confréries zawaya ne sont point une affaire privée ou confidentielle. La missive envoyée par le sultan aux représentants locaux, caïds, est annoncée et son contenu est connu par le passeur, Reka. À sa réception, elle est souvent lue publiquement, parfois à la mosquée ou même sur la place du marché Souk. À travers l'échange de correspondances se révèle la distinction qui est faite parmi ceux à qui la missive du sultan est adressée. Lorsque la personne est exceptionnelle, la lettre du sultan s'adresse à elle avec courtoisie, complaisance, voire affection, à travers l'expression Notre ami béni, Mouibana al-Arda, mais quand la missive est adressée au chef de tribu, caïds, la formule utilisée est celle de Notre serviteur béni, Kadimana al-Arda, qui met en relief le rapport de soumission entre le sultan et le caïd.
La manière de s'adresser au sujet fait la distinction entre l'ami et le serviteur, et établit le rang de chacun en fonction de la grille des valeurs du Makzen et de la société. La fonction politique du Makzen se manifeste à travers la fonction d'arbitrage du sultan. GIH a développé sa thèse sur la fonction d'arbitrage du Makzen, réfutant par là même celle développée par la théorie coloniale sur ce Makzen et l'insoumission des tribus, ci-bas. De par son pouvoir symbolique, religieux et politique, le sultan, pivot central du Makzen, est pourvu de la capacité d'arbitrer les conflits intertribaux et d'agir comme un principe d'intermédiation et d'équilibre politique. L'État marocain s'est perpétué, à travers les vicissitudes de l'histoire, avec ses périodes de tension et des conflits intertribaux, en assurant la fonction d'arbitrage et d'intermédiation qui constituent des facteurs d'un équilibre toujours menacé mais paradoxalement maintenu. Médiation, protection, alliance et allégeance aux personnes occupant une position élevée dans la hiérarchie sociale organisent et codifient les relations sociales et politiques. Le rôle joué par les descendants du prophète, Shorfa, et des confréries religieuses, Zawaya, ainsi que celui des pactes d'alliance, constitue le niveau sociétal de l'intermédiation, et la supériorité de la fonction d'arbitrage du sultan au sommet de l'État en constitue le niveau politique supérieur. La notion de Makzen renvoie ainsi à l'État marocain précolonial et à son mode de fonctionnement. Durant la période coloniale, on assiste à un glissement de sens de cette notion qui allait désormais désigner essentiellement une forme d'administration et de gouvernement, héritée de cet État traditionnel. C'est dire que sans chercher à le faire disparaître, on évoque le changement à introduire dans la perspective de lui substituer un État plus moderne. De l'histoire récente de l'administration marocaine, composante importante du Makzen, on retient 3 étapes importantes. La période précoloniale, connue sous le nom de l'administration Makzen, la période coloniale durant laquelle le protectorat a superposé à l'administration Makzen une forme d'administration française, et la période de l'indépendance pendant laquelle l'administration marocaine tente de se moderniser et d'instaurer un État. Ceci dit, le fait d'évoquer la makzenisation de la culture politique signifie que l'on pense à la perpétuation du Makzen pour la période actuelle, et que l'on occulte les grandes mutations que l'État marocain et la sphère du politique ont connues depuis l'avènement de l'indépendance. Bien que relevant d'un anachronisme, l'usage d'un tel terme fonctionne dans le discours critique comme une expression résiduelle où se cristallise tout ce qui entrave la marche de la culture politique vers la rationalité et la légalité au sens wébérien du terme. 2. Le Makzen, l'aventure du sens. Le Makzen précolonial, rappelons-le, constituait bien un type d'État où la centralité avait son propre mode de fonctionnement politique à travers des relais, des chefs de tribus et des chefs de confréries, ainsi qu'à travers des échanges qui faisaient remonter les informations et les impôts des tribus vers le centre. Il reposait aussi sur une légitimité culturelle et symbolique. Or, examiner le fonctionnement de l'État actuel à travers le prisme de l'histoire du Makzen fait courir le risque d'appliquer arbitrairement une lecture de l'État traditionnel à l'État présent, ce qui pourrait ne pas être dépourvu de présupposés ou de jugements de valeur. De nos jours, le terme Makzen prend dans le discours journalistique une connotation dépréciative et négative. Il renvoie à une administration archaïque, à des relations interpersonnelles n'obéissant pas à la loi et aux règles du droit, et s'éloignant de la rationalité politiquement démocratique. Dès lors, comment appréhender les continuités ou les ruptures au niveau du fonctionnement du politique et de l'État depuis le siècle dernier, en les soumettant à une conceptualisation théorique? Placé dans son contexte historique, le Makzen n'est autre que l'État traditionnel marocain. Mais l'examen du contenu de la notion, tel qu'utilisé aujourd'hui, renvoie à une difficulté inhérente à l'ambiguïté de son usage. Elle se présente, d'un côté, sous un angle positif au niveau du discours de sens commun et de l'imaginaire populaire, comme symbolisant la justice et la présence souhaitée de l'État dans la vie publique. D'un autre côté, le Makzen ou néo-Makzen sont des termes évoqués dans la critique et la polémique politique pour signifier un système politique, une sorte de relique qui continue d'entacher et d'interférer dans le fonctionnement de l'État moderne, entravant du coup la bonne marche vers un État de droit. Par ailleurs, la critique évoquant un retour de la makzenisation ou au néo-Makzen
toujours par référence à l'État traditionnel, pointe en fait la compétition et l'opportunisme d'une élite agissant pour se rapprocher du cercle du pouvoir, et dénonce une forme de gouvernance appartenant au passé. La notion de Maxen, vivifiée et réédifiée pour signifier l'administration de la cour, ou encore celle du néo-Maxen, que l'on retrouve dans le discours journalistique, dans celui des tendances politiques gauchisantes ainsi que dans celui de certains écrits journalistiques étrangers, est utilisée comme une arme critique visant le cercle du pouvoir et ses acteurs, ainsi qu'une forme de personnalisation, à la traditionnelle, de ce pouvoir et de ses modes de fonctionnement. On doit donc se poser la question suivante: le renouveau de la notion de Maxen a-t-il un fondement sociologique ? Il y a toute une littérature relevant de l'anthropologie et de la science politique appliquée aux États non-occidentaux, qui a pris le relais de tels discours pour analyser certains systèmes politiques des sociétés non-occidentales, tout en s'inspirant de l'anthropologie politique classique et en se référant à la sociologie de Max Weber. Concernant le système politique marocain, plusieurs thèses traversent les travaux qui ont porté sur la période de l'après-indépendance. Si elles mettent chacune l'accent sur un aspect de ce système, elles n'en convergent pas moins toutes pour relever sa particularité. La première est celle de l'État segmentaire. Elle étend la théorie du segmentaire, initialement développée par Ernest Gellner pour analyser le système des tribus de l'Atlas, au système politique global. Waterbury en fera son argument d'analyse dans son ouvrage « Le commandeur des croyants ». Le multipartisme selon cette théorie est l'expression d'une continuité de la structure du système tribal. Les relations entre les entités politiques obéissent au jeu des fusions et des scissions qui caractérisaient les relations tribales. Partis politiques, confréries religieuses et tribus s'apparentent en termes de relations internes, dans la mesure où le rapport au chef du parti est semblable à celui qui régit la relation entre le chef et les membres d'une tribu. Dans la lignée de cette théorie, on retrouve celle de l'État patrimonial. Concept weberien développé au sujet d'une forme d'État traditionnel, l'État patrimonial se base sur un système politique où les rapports personnels l'emportent sur les rapports régis par la légalité. Weber établit une distinction entre l'État légal et l'État patrimonial. Dans ce dernier, les rapports de parenté s'étendent à l'ensemble du système politique. Celui-ci est ainsi construit à l'image de la structure familiale patriarcale. Max Weber, dans son analyse des typologies de domination et de légitimité, tente de catégoriser les systèmes sultaniques. Il écrit : on appellera domination patrimoniale toute domination orientée principalement dans le sens de la tradition, mais exercée en vertu d'un droit personnel absolu, sultanique, une domination patrimoniale qui, dans la manière dont elle est administrée, se meut principalement dans la sphère de l'arbitraire non lié à la tradition. 52. Il est évident que ce que décrit Weber est toujours un idéal type. Le fonctionnement de ce type d'État dans la réalité historique prend d'autres formes. Pour décrire le système marocain, Waterbury, utilisant des données recueillies sur le terrain marocain, puisa ses arguments dans cette thèse du patrimonialisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.